Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Ludologues, Histoire de jeux. Cet épisode hors série s'intéresse aux boutiques de jeux spécialisées. Après une première partie sur l'histoire des boutiques, une deuxième partie sur le présent et l'avenir des boutiques, que je vous invite à écouter avant celle-ci dans l'idéal, voici maintenant la troisième et dernière partie de ce hors-série sur la psychologie dans la vente des jeux de société. Repartons donc tout de suite avec Julien en compagnie de Dominique Figuet des Contrées du Jeu à Grenoble. C'est quoi tout ce truc-là? Ben vous, ici, le divan, la psychanalyse, quoi. J'ai toujours trouvé ça complètement con. Je trouve ça débile. On va passer maintenant à l'instant P. Donc l'instant P, c'est une partie dans laquelle on analyse un peu les ressorts psychologiques. Et là, aujourd'hui, du coup, celle de la vente dans une boutique de jeux. Je vais présenter quelques petites choses, mais avant ça, Julien, tu avais quelques petites questions. Oui. Comment on pitch un jeu en 3 phrases, en fait? Est-ce que c'est quoi l'astuce, quoi? Pas l'astuce, Alors, mais pour bien pitcher un jeu, il faut l'avoir joué. Ok. Et il faut que, en quelques phrases, tu aies donné à la personne un aperçu général de l'idée du jeu et des ressorts qui l'animent. Okay. Et après, s'il y a plus d'affinité, on rentre dans le détail. Ok. Voilà. Donc tu ne parles pas forcément des règles, mais plus de, de ce qui se passe de autour. l'ambiance, de ce qui se passe, comment ça va fonctionner, pour voir si c'est le style de jeu qui est Et apprécié. c'est combien de phrases, tout ça? T'as combien de temps? Oh, c'est quelques phrases. Ouais, des fois, c'est c'est tendu des fois, mais. Ouais, Et puis après, tu t'améliores, t'entends les autres, t'entends tes collègues, tes collaborateurs. Ah tiens, ça c'est pas bête cette idée, machin. Est-ce que vous n'avez pas d'éléments de langage fournis par le distributeur ou l'éditeur? Non. C'est vous qui vous- ouais. Bon, des fois t'en as, mais tu rigoles quoi. Donc, voilà, non. Moi, ça m'est arrivé de raconter ce que c'est un jeu, mais de le faire en 3 phases, c'est un vrai challenge quand même. C'est par la pratique en fait Ouais. que ça vient. J'entendais ma collaboratrice elle est là depuis un an dans la boutique et je me rappelle ses débuts et je l'entends là maintenant parler. C'est bon, elle a capté le truc. Tac, elle va à l'essentiel. Bim, et ça rentre quoi. Ok. Pareil, moi, au contraire du jeu, un truc que j'apprécie, c'est que vous poussez pas à la consommation, en fait. Est-ce que c'est une volonté? Oui. Il n'y a pas de... Attention, bientôt, il n'y en a plus ou... Alors, quand on dit ça, c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai, voilà. Voilà, ok. Quand on voit quelqu'un qui hésite, on lui dit, on pousse pas à la conso, mais attention, c'est en rupture éditeur. Voilà, Il y en a ça, pas avant c'est- 6 ou 9 mois. Voilà, ça on le dit. Je ne fais pas aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Donc du coup, je pousse pas à la conso. Et puis, on essaye de tenir le budget des gens. Les gens, ils sont grands, ils rentrent, ils disent on veut un jeu à 20 balles, on va essayer de leur trouver un jeu à 20 balles, on va pas leur faire sortir avec un jeu à 40 balles, quoi. Ou de la vente additionnelle, ou des machins, etc. On en oublie même des fois, on est mauvais de ce côté-là, des fois on devrait proposer des pochettes de protection, parce que souvent les gens ils reviennent en disant « Ah, la dernière fois j'ai acheté ça, mais j'ai oublié d'acheter les pochettes. » Donc ouais, on n'a pas cette volonté de charger la mule, parce que en gros, on veut que les gens y reviennent. Hein. Si t'es bien accueilli quelque part, tu reviens. Si tu te fais farcir, tu dis « Putain, quand même, j'étais rentré j'en voulais pour 40 balles, je ressors avec 80 balles, je m'en veux. » Ou j'en veux au vendeur, mais en tout cas, tu en veux à quelque part. Donc, Oui. il faut pas de sentiment Bon, négatif. ça arrive, mais là, on s'en veut qu'à soi-même, quoi. Ah là, après, les gens qui se font mal tout seuls, on en voit. Oui, non, mais il n'y a pas le petit et avec ça de la boulangère, quoi. Ouais. Non, il n'y a pas le... C'est ce qui est une technique qui marche, hein, mais... Oui, bien sûr. Mais du coup, c'est un choix assumé. C'est un choix assumé, ouais. De pas dire et avec ça, est-ce que vous voulez autre chose ou- Ouais, non. Ouais, oui, c'est un pari sur l'avenir, quoi. C'est-à-dire que Ouais. c'est plutôt dans l'idée de fidéliser. Mm. Et j'ai même le souvenir que ça m'arrive de demander, en fait, ce jeu, vous en pensez quoi? Et qu'ils me disent, c'est moyen, ou... Ouais, et puis après, quand on connaît les gens, on peut se permettre, quoi. Ouais. C'est-à-dire que quand tu sais le style de jeu que les gens ils aiment, tu peux leur dire, à mon avis, ça c'est pas pour toi, quoi. Ouais. Donc, voilà. Ouais, oui, c'est sans dénigrer le jeu, mais... de dire, Oui, ouais, bien c'est sûr. plus ou moins bien, ouais. En règle générale, si on a rentré le jeu, c'est qu'il est bien, en théorie. Oui, mais il y en a des mieux que d'autres. Ouais, voilà, il y en a des plus adaptés à ce que toi tu cherches. Oui, mais là encore, c'est vraiment là-dessus que ça me faisait penser aussi au métier de caviste, où c'est à force, tu connais aussi tes clients, Ouais. tu sais que ça va leur plaire ou pas, et c'est Mhm. la différence entre aller acheter ton vin à Carrefour ou aller chez un caviste. C'est ça. Qu'est-ce qui influence les achats de jeux, en fait? Est-ce que la météo, la pluie en été, par exemple, ou l'actualité
Alors, un bon pangolin farci chinois, c'est un truc extraordinaire. Ça, c'est une fois tous les 100 ans. Voilà, ça, c'est manger du pangolin, c'est bien. Non, mais est-ce que s'il pleut en été, les gens vont venir chercher Ouais, s'il pleut en été, les gens vont venir chercher des jeux. S'il y a une catastrophe nucléaire à l'autre bout de la planète, les gens ils viennent pas dans la boutique. Ah oui. Ouais, Ils Fukushima, vont acheter du riz. C'est vrai. ouais, le World Trade Center. Quand il y a des événements, des trucs qui impactent le moral, les gens ils viennent pas joyeusement gambader dans la boutique et lâcher des liasses de billets, quoi. Je veux dire, faut être clair. Par contre, quand tu as des événements heureux, par exemple une Coupe du Monde où c'est que la France elle est championne du monde, En foot, hein, pas en jeu de société, en hein, foot, les gens ils se lâchent, ils sont contents. On va se faire un petit skijo. Non, mais voilà aussi, je crois que c'est 88. Hein, ça... Oui, 98 et 2018. 98, ouais, c'est C'est ça. 2018. Non, ouais, en règle générale, la météo, ouais, il fait. Et puis les événements politiques, géopolitiques, Ok, dans les deux sens. voilà, dans les deux sens, comme les années élections, c'est jamais bon aussi. Donc voilà, on est un peu tributaire de ça. Ouais, tu pousserais quand même avec ce truc-là. L'idée est peut-être qu'effectivement, quand on joue, le côté qu'on disait politique, jeu, peut-être que le jeu, il y a quand même une notion d'évasion, quoi. Bah ouais, les gens, ils viennent pas là pour se ruiner le moral, quoi, je veux dire. S'il suffit d'allumer la télé ou lire le journal pour ça, quoi, je veux dire. Donc, non, les gens, ils viennent chercher un moment convivial entre amis ou un moment sérieux pour se foutre sur la gueule entre amis, mais virtuellement et dans la bonne humeur, quoi. Et est-ce qu'il y a une saisonnalité dans les ventes? Bon, j'imagine qu'il y a Noël, mais est-ce qu'il y a d'autres moments, des pics ou des creux? C'est une bonne question. L'été, maintenant, est quand même bien. Et puis, ouais, la C'est-à-dire période des fêtes, quoi. Et moi, Et par les- exemple, j'aime bien chercher le jeu de l'été, quoi, le jeu auquel on va jouer l'été. Ouais. Quoi. Ouais. Donc, il y a un peu au printemps. Est-ce que ça, c'est des choses qui se retrouvent ou il y a comme moi? Ouais, non, après, pour l'été, les gens partent souvent maintenant. Comme il y a de plus en plus de gens qui jouent, quand même, faut quand même le dire. Donc, effectivement, s'ils viennent chercher un truc Pour les vacances. pour jouer entre amis, en famille, machin, etc. Ou alors, du gros jeu. Parce que toute l'année, on en a eu envie, on n'a jamais le temps de le jouer, et là, on va s'enfermer dans un bunker et on va jouer voilà, toute la nuit, et voilà. Et les festivals un peu médiatisés, comme le Spiel, ou enfin les prix de festivals comme le Spiel, Cannes, ça joue. Oui, ça joue. Alors après, c'est comme le vin. Hein. Il y a des bonnes années et il y a des moins bonnes années. Ok. C'est tout. Il y a des années où c'est que tu as vraiment des En fait, as quand tu d'or. dis moins bonnes années, c'est pas que le jeu est mauvais, c'est qu'il est. Le jeu pas s'oubliera. Par exemple, tu disais l'exemple de Challengers, en fait, que moi je trouve que c'est un très bon jeu, Ouais. mais qui est difficile à vendre, en fait. Ouais, puis surtout, là, il y a eu un pic de vente au moment où c'est qu'il a reçu son prix. Et après, plus rien. Voilà, les prix, selon les années, effectivement, ça va être des Ark Nova ou des Terraforming Mars qui font un carton qui dure sur la durée, ouais, c'est ou tu donnais l'exemple de Famiglia, ou pareil, je pense qu'il n'a pas eu le même impact, ça c'est sûr. Il n'a pas eu le même impact et je sais pas si la Familia dans 5 ans Tout à fait. il sera toujours là, hein, Ouais. mais, tandis qu'un Terraforming ça c'est clair, un Ark Nova à voir. Du coup, on va balayer un petit peu également des techniques de vente pour voir si toi tu les utilises ou pas. Alors attends, je vais prendre des notes parce que du coup, il y aura peut-être des bonnes Bah, idées. je t'ai déjà donné celle de la boulangère, mais visiblement ouais, tu ok. veux pas. Je vais faire un stage boulangerie. Dire et avec ça, ou Avec c'est le ça. boucher fait ça aussi. Hein, mais, le avec ça, je pense que Il y a ça. deux extensions, je vous les mets quand même. Alors ça c'est une autre truc à la peser, ouais. De glisser des trucs, c'est encore autre chose. Ça. Alors il y a une technique qui s'appelle en psychologie sociale la technique du premier pas. Ouais. Ou du pied dans la porte. Ça consiste à faire une demande peu coûteuse qui sera vraisemblablement acceptée, suivie d'une demande plus coûteuse. Et en fait, le fait de faire cette première demande peu coûteuse augmente statistiquement la probabilité que la personne accepte la demande plus coûteuse. Alors ça, on peut pas trop l'utiliser dans la vente, mais c'est Moi j'ai une idée. Ouais. Est-ce que je vous mets un sleeve? Oui, eh ben, je vais vous vendre un Terraforming pour Voilà. avec votre sleeve. quoi. Il n'y a rien à mettre dedans. Il y a rien. Ben voilà, c'est ça. Donc ça pourrait marcher, mais ça crée en fait un phénomène d'engagement. Ouais, ça, je connais, là. Et donc il y a eu pas mal d'études. Hein. On fait signer une pétition avant un don financier, etc. Donc a priori en boutique c'est pas évident hein, la technique du sleeve puis de Terraforming Mars. Ensuite, ça risque de pas trop marcher, sauf si la personne est déterminée à acheter des sleeves avant. Mais ça joue un peu sur un mécanisme psychologique qui est la cohérence de soi, c'est-à-dire que souvent si on a
déjà fait un petit pas par cohérence interne de notre personnalité, on a tendance à vouloir le suivre. Et ça donne le terrain propice à une technique de vente qui est la technique de l'amorçage. Et là, c'est une stratégie qui est utilisée au départ dans l'automobile, qui consiste à attirer les clients en leur proposant un produit ou un service qui est très bas dans son coût initial, puis facturer des coûts supplémentaires une fois que le client est engagé. Et Par paf. exemple, les EasyJet, les compagnies low cost ont beaucoup ce truc-là. Tu Les prends un imprimantes. billet, ça coûte pas cher, mais après, si tu veux un siège, si tu veux qu'il y ait un pilote et des hublots, il faut payer plus. Je sais pas si dans la vente de jeux, il y a ce côté-là. Alors, il y a le côté, effectivement, tu disais tout à l'heure, des fois, tu t'aurais conseillé à dire ce jeu est trop cher, faites-le d'abord le jeu de base, puis après l'extension. Est-ce que ça, c'est une manière où dans Magic ou dans certains jeux, il y a des starter packs, puis après, tu sais que tu vas payer plus cher. Le prix d'appel, des fois, est pas très cher pour les premiers packs. Est-ce que ça, c'est des choses que tu retrouves un peu dans le milieu du jeu de société, cette technique de l'amorçage? Alors, il y a eu, oui, effectivement, mon premier réflexe, c'est effectivement de confirmer ça notamment sur Magic, où c'est que le coût des packs d'introduction est relativement pas cher. Et ça marche, parce que n'importe comment, il faut mettre un petit doigt dedans quand même, pour après revenir acheter du booster. Mais à part ça, je vois pas trop, parce que chez Games Workshop, c'est plutôt l'inverse. Ouais. Oui, les trucs de base. On te vend le truc cher, et après on te revend du truc cher, Ouais. et on te revend encore du truc cher. Au moins, la couleur est affichée d'emblée. Voilà, c'est ça. Après, ça pourrait être aussi de parler du jeu avant de parler du prix. On parlait tout à l'heure de faire le speech. Est-ce que le prix, ça intervient en dernier pour que la personne soit déjà un peu engagée, projetée sur le jeu, puis à la fin, on lui dit le prix? Ou est-ce que, à l'inverse, tu disais, on demande déjà le budget des gens? Ouais, alors nous, on demande le budget. Ouais. Nous, Parce que- c'est un des premiers trucs. Après, si la personne, elle me dit, il n'y a pas de limite, tapis rouge et tout, on lui fait la totale. Je veux dire, voilà. Si les gens qui n'ont pas de budget, ils sont les bienvenus aussi au magasin. Il n'y a pas de problème, tu vois ce que je veux dire. Et puis surtout, ça évite de commencer à faire le tour du magasin sur des jeux à 80 balles. Et puis à la fin, ah non, mais en fait, moi, mon budget, 5 c'est euros. plutôt 20 euros. Quoi. Mais c'est un peu pareil dans l'automobile où c'est des techniques qui ont été beaucoup éprouvées dans ce milieu-là, dans la recherche en psychologie sociale. Mais c'est vrai que ça a sa limite, c'est le temps vendeur. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu passes ton temps à présenter une voiture sous tous les angles, puis qu'à la fin, il te dit, bah non, en fait, elle est 10 000 euros trop cher, ça va pas. Donc maintenant, tu demandes donc une fourchette dès le début, c'est aussi surtout pour gagner du temps. Ouais, c'est pour gagner du temps et puis pour conseiller au mieux. Quoi. Ouais. Ça reste quand même le cœur de ce que j'ai envie de développer. Quoi. Alors, il y a une autre technique également qui est l'inverse de l'amorçage, c'est la technique de la porte au nez. Là, c'est une technique, alors clairement de manipulation, qui consiste à faire précéder la demande de comportement que l'on souhaite voir réalisée par une demande beaucoup plus coûteuse et après le plus petit. Alors, Julien, je te demande de te boucher les oreilles. Je vais poser une question à Dom et puis ensuite te la repose à toi pour qu'on voit effectivement la différence ou la similitude. Donc, Dom, est-ce que tu me prêterais ta voiture pendant un mois? Là, pour de vrai, ce soir, là, je peux repartir pendant un mois avec ta voiture? Faudrait que j'en parle à ma femme, mais c'est potentiellement possible. Mais dès ce soir, là? Ouais, ça serait possible. Ok. Ouais. Et si j'en ai besoin que demain, une journée seulement? C'est possible aussi. Ok. Je vais essayer avec Julien. Julien, tu peux revenir. Julien, là, ce soir, j'ai besoin que tu me prêtes ta voiture pendant un an. Un an. Ouais, bah, tu me ramènes, mais après, je te ramène chez toi, puis tu me laisses ta voiture pendant un an, c'est possible? Qu'on discute, quoi. Ok, bon. Non, en fait, j'en ai besoin, c'est surtout le prochain mois qui vient, là, j'en ai besoin. Ah oui, un mois. Ça serait possible? Si tu payes combien, quoi? Ça serait possible, tu penses, ou pas? Combien tu donnes? Tu veux de l'argent. Donc, ça C'est bien illustre... de la louer, quoi. Ça illustre quoi? Ça illustre que si on fait ça à grande échelle, effectivement, la deuxième demande, forcément, est beaucoup plus susceptible d'être acceptée. Ouais. Si je t'avais demandé d'emblée une journée, tu aurais peut-être autant hésité que pour le mois. Ouais. Et à l'inverse, la journée te paraît rien par rapport au mois que je t'ai demandé initialement. Et Julien, je lui ai demandé un an puis un mois parce que c'est quelqu'un de plus proche qui déjà, du coup, a plus propension à accepter une demande. Donc en fait, ça joue sur l'effet de contraste. En fait, on a l'impression que finalement, la personne s'est sacrifiée par rapport à sa demande et que lui déjà, il fait un geste vers nous. Ouais, ok. Donc ça crée de la culpabilité chez nous à refuser la deuxième demande. C'est-à-dire qu'on lui a déjà dit non. Et le fait de dire non une deuxième fois, ça vient créer un sentiment de culpabilité parce qu'on se dit, ah lui, il a fait un pas. Donc quand même je vais pas lui claquer la porte au nez, d'où la technique. Donc du coup en boutique ce serait un peu l'idée de commencer par des jeux très chers à présenter et puis à la fin effectivement on dit non mais sinon j'ai du moins cher, il y a ça. C'est moins bien mais c'est moins cher. C'est moins cher, c'est moins cher. Ou c'est mieux et moins cher. Est-ce que ça c'est des trucs que vous faites des fois aller au-dessus de la gamme du prix du client pour finalement après revenir dans sa gamme? Non, ouais, non. Non. Enfin, ouais, pas chez moi en tout cas.
Non, ou pas volontairement en fait. Ça peut peut-être arriver en se disant il y a ce jeu-là, il est super, il fait 110 €. Ah mais non, mon budget c'est 50, donc là à ce moment-là, voilà, c'est dans ce sens-là en fait. Oui, Ouais. mais on va pas, je dirais, essayer sournoisement de vendre un objectif, de placer un jeu impérativement, tu vois ce que je veux dire. Non, mais il y a pas ça. aussi, après je connais ça dans les ventes de canapés, où le prix finalement, celui que tu affiches, c'est pas le vrai prix. Oui, bien sûr. Donc ça, vous n'êtes pas là-dessus. Ah C'est non, le prix non, affiché. on va éviter. Ouais. Il n'y a pas des remises quand tu es à la boutique ou quand tu n'y es pas. Quoi. Non, mais moi j'avais vu dans un autre magasin, j'avais vu ça. Ouais. C'était un King jouet, c'était farfelu. Il avait les prix qui étaient 20% plus chers que chez nous, Mhm. affichés, et offre exceptionnelle, pim pam, et il avait mis son prix en dessous qui était déjà plus cher que le nôtre. Quoi. Mhm. Donc, voilà, mais bon, après, voilà. Si ça Ouais, de faire ça. après la technique vendeur de canapé, c'est même tu prends un employé, tu as ton prix effectivement 20% plus cher, puis en fait quand le client commence à être intéressé, il dit attendez, je vais voir avec mon chef, peut-être on va avoir une remise, et puis tu reviens, en fait là si vous le prenez maintenant, je peux vous le faire à 90 € au lieu de 110. Ça c'est clair que ça augmente la probabilité de vente. Bon, ça se fait pas dans le jeu de société. Non, ouais, pas à ma connaissance. Ok, très bien. Donc, si vous voulez approfondir un peu le sujet, il y a deux grenoblois, Jean-Léon Beauvois et Robert-Vincent Joule, qui ont écrit un petit livre de 2002 qui s'appelle Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Oui, c'est là-dedans. Voilà. Mais c'est bizarre parce que ma femme, elle a ce bouquin, il faut que je me pose des questions. Bah voilà, du coup, il y a toutes ces petites techniques qui ont été retrouvées dedans. Donc, persuader, c'est quand même tout un art, parce que là, le but, quand même si on n'est pas, on a bien compris, dans ton optique, dans la manipulation du client, le but, c'est quand même de le persuader que le jeu que tu vends, il est pour lui. Oui. Voilà. Du coup, on s'est un peu intéressé aussi à qu'est-ce qui fait que un client ou un interlocuteur est persuadé et convaincu par le discours de quelqu'un d'autre. Il y a deux facteurs déterminants. Il y a la crédibilité de celui qui parle et son attrait. Donc, la crédibilité, finalement, elle va jouer, quand tu es vendeur de boutique, ton avis d'emblée va avoir plus de poids que si c'est moi qui le donne ou un passant. Ok. Parce que tu es vu comme quelqu'un de professionnel, de crédible, parce que tu vends des jeux, c'est ton métier. L'attrait, c'est la fibre sur laquelle jouent beaucoup les influenceurs, à l'inverse. Les gens, quand ils sont clients, ils vont se faire deux avis. Ils peuvent prendre le tien, qui est celui de boutique, et puis ils peuvent aussi aller faire un avis sur Internet. Là, ils vont trouver un influenceur. L'influenceur, lui, il va pas asseoir sa crédibilité sa persuasion sur la crédibilité, mais sur l'attrait. C'est-à-dire que les personnes attractives, et les influenceurs jouent plutôt sur le levier là, c'est que ça fait envie, leur situation, vont faire qu'on a envie d'avoir le jeu qu'il a parce qu'il nous fait envie. C'est typiquement ce qui est utilisé dans les publicités, où le joueur de foot va te vendre tel déo qui met peut-être même pas vraiment. Toi, tu sais qu'il te dit qu'il met ce déo parce qu'il veut te convaincre de l'acheter puis qu'il est payé pour, mais ça marche quand même quand tu sais tout ça. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ces deux profils. Toi, tu penses qu'effectivement, les gens qui viennent acheter prennent ton avis en considération, ils comparent après sur Internet. Parfois, est-ce que les gens te font référence à ça, qu'ils ont entendu un tel dire ça? Alors oui, on a des gens qui arrivent en disant il y a Simon du Passe-Temps, il a dit que ça c'était extraordinaire. Ouais, alors là, c'est un bon exemple parce que lui, il cumule les deux. Il a attrait et crédibilité, puisqu'il a ce statut un peu d'influenceur, d'être sur les réseaux, et en plus, il est professionnel. Donc là, il cumule les deux. Je pense que c'est une des recettes du succès. Et donc, qu'est-ce que tu réponds dans ces cas-là? Eh ben, des fois, ça se passe mal. C'est vrai. Non, mais bon, la personne, elle arrive, elle te dit ouais, Simon, il a dit que ce jeu, il est extraordinaire. Donc, je dis ok, 12 balles, quoi. Je veux dire, on te le vend, quoi. Je veux dire, si on l'a, on te le vend. Voilà, on Ce qui est va pas. intéressant, ça m'est arrivé justement d'entendre des jeux de Simon et j'aime bien avoir votre avis à vous. Voilà, confronter, et après, quoi. quand C'est ça on qui est nous demande intéressant. notre avis, c'est un autre problème. Ça, Si c'est tu intéressant. nous demandes l'avis sur le jeu, on te le donnera. Voilà, c'est ça. Après, je dis pas que Simon, il fait mal son métier. Simplement, les gens, il leur vend un peu du rêve, des fois. Et ce jeu, il a l'air bien. Et puis finalement, ils y ont joué. Et puis après, ils me disent, bah finalement, non, c'était pas pour moi. Donc, Simon, il connaît pas les gens en fait. voilà. Donc, Enfin, en tout cas, quand il est sur Internet, oui. dans sa boutique, Oui, je dans sais sa- pas, mais quand il est en statut d'influenceur. Donc, ouais. on a effectivement de temps en temps, alors je dis Simon parce que c'est le plus médiatique, enfin j'estime moi c'est le plus médiatique, Ouais. voilà. Mais de temps en temps on a eu des modes ou des choses avec des gens qui sont venus chercher des jeux parce qu'un tel il avait dit que c'était bien, donc si on l'a, on le vend. Je veux dire, voilà. Et donc ça, c'est un mouvement où je pense qu'effectivement, ils ont eu la persuasion par l'attrait et ils viennent vérifier auprès de toi, sans doute, la crédibilité
possibilités Ouais. de la vie. Mais après, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est délicat. Après, quand on connaît les gens et quand on connaît le jeu, parce que des fois, le jeu aussi, on l'a pas. Hein, voilà. C'est que Simon qui l'a. donc. Mais on essaye de faire en sorte que la personne, elle reparte avec le jeu qu'il lui faut, quoi. Et alors, tu as l'impression d'utiliser plutôt des arguments qui sont centrés sur l'argument émotionnel ou sur l'argument rationnel quand tu présentes le jeu? Quand on va pitcher le jeu, je pense que ça sera plutôt sur l'émotion, parce que tu vas expliquer ce qui se dégage du jeu, l'ambiance autour de la table. Et après, quand on va rentrer dans le détail du truc, oui, là, on va tomber dans le rationnel, moi, je pense. Ok. Alors nous, en tout cas, ce que les études un petit peu montrent sur la persuasion, c'est que ça a été testé d'avoir des arguments plutôt rationnels ou émotionnels. L'efficacité va dépendre du niveau d'instruction, du niveau analytique et du niveau d'engagement des personnes que tu veux convaincre. C'est-à-dire que si la personne est d'un haut niveau d'instruction, a un fonctionnement assez analytique et est très concernée par le sujet dont tu lui parles, en l'occurrence les jeux, on imagine quelqu'un qui a un niveau d'études assez élevé, qui a plutôt un raisonnement analytique et puis qui est très concerné par les jeux, va être plus sensible aux arguments rationnels. Ouais. À l'inverse, les arguments émotionnels vont marcher mieux sur des personnes qui sont moins instruites ou qui ont un fonctionnement plus intuitif qu'analytique et qui sont peu concernés par le sujet. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît, en gros, si je caricature, ce que ça donnerait à dire, c'est que si finalement tu as un joueur peu concerné, quelqu'un qui connaît pas trop les jeux, effectivement ces arguments émotionnels vont bien marcher. Par contre, si tu as affaire à un joueur expert, tu dois aller sur le champ de la rationalité. Oui, entièrement d'accord. Ok. Du coup, on va maintenant demander, à partir de ça, l'œil du pro sur ta manière de voir les clients. On passe à l'œil du pro. C'est mon œil, avouez-le. Pourquoi est-ce qu'on vous regarderait l'œil? Qu'est-ce qu'il a, hein? Quand tu regardes tes clients avec ton œil de professionnel, est-ce que tu as une manière de catégoriser des profils types pour savoir un peu à qui tu parles, de repérer assez vite le joueur occasionnel, le joueur confirmé, le joueur familial? Quand c'est des gens un peu inconnus qui rentrent dans la boutique, déjà on va regarder un peu de quel côté ils vont tourner. Et souvent... C'est parce que les jeux seront implantés, il y a des gros jeux d'un côté, des jeux d'un côté, jeux pour enfants, voilà. Quels sont les jeux qu'ils regardent. S'il va vers les puzzles, plutôt. Et puis s'ils sont perdus, on le voit tout de suite. Naturellement. S'ils demandent du pain, quoi. Mais souvent, les gens qu'on connaît pas, quand on va les conseiller, on va leur demander un jeu ou deux qu'ils ont bien aimé. Pour justement essayer de cerner le profil du joueur, quel type de jeu ils veulent. Donc si tu me sors que tu as bien aimé le Monopoly, je vais pas te vendre un terraforming, quoi. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on va analyser, nous, la chose, en fait. Et entre collègues, du coup, avec 30 ans d'expérience, tu dirais qu'il y a plusieurs... Tu disais, il y a deux catégories de jeux, ceux qui se vendent, ceux qui ne se vendent pas. Est-ce qu'il y a plusieurs catégories de clients? Et combien? Ceux qui achètent pas. Ouais, je dirais, tu as le joueur occasionnel. Ouais, c'est dur comme question, parce que tu pas vraiment de profil type, je dirais, et puis il faut se méfier, etc. Les chasseurs de Pokémon, par contre, tu les reconnais. Ok. Voilà. Ça leur téléphone, tu les reconnais. Non, puis surtout, ce qui est très nouveau, en guillemets, ces dernières années, qui est arrivé, c'est une clientèle féminine. Donc du coup on avait un peu la stéréotype avant du geek qui venait et qui allait chercher ces gros jeux obscurs, machin, etc. Et depuis ces dernières années, avec l'augmentation du jeu de société, on a aussi un gros développement de clientèle féminine. Et alors attention, c'est des joueuses aussi. Donc attention aux a priori, ma petite dame, je vais pas vous vendre un jeu de petits chevaux, parce qu'il y en a, elles te mettent ta race à terraforming, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, catégoriser des gens du premier coup d'œil, c'est un exercice que je ne fais pas vraiment à la légère, hein. Donc il faut toujours se méfier en fait des mais je trouve ça beau, parce qu'effectivement c'est, je pense, une des recettes du succès qui fait qu'il y a ce côté très humain dans la boutique, c'est que peut-être tu te retiens de ça, alors qu'après 30 ans, à un moment, on pourrait aussi être tenté de assez vite cataloguer, dire bon, lui je vais faire ça, je vais vendre comme si. Ouais, mais tu te mets je me suis mis des râteaux, hein, je me suis planté aussi sur des profils de joueurs, en guillemets, sur des gens, je pensais qu'ils allaient jouer à ça, et puis non,
bah, pas du tout. Ok. Donc du coup, T'arrives à avoir du feedback quand même, quoi. bah tu le vois en fait que t'es passé à côté du truc et puis tu commences à non mais moi ça m'intéresse pas. Moi je joue déjà à ça. Ah vous jouez déjà à ça? Ah oui. Non mais nous on joue déjà à Ark Nova. Ah, vous jouez déjà à Ark Nova. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, du coup, Posez on va ce passer sur studio. du sérieux, quoi. Donc, voilà, c'est ça, quoi. Donc, du coup, maintenant, je sais qu'on demande souvent les jeux que vous avez bien aimés, etc., histoire d'éviter de se planter, quoi. Ok. Et donc, du coup, tu prends vraiment en fait, le temps avec chaque client de individuellement aller poser, si la personne vient poser des questions. Oui, après, il y a des exceptions, hein, c'est-à-dire qu'en période de Noël, là, samedi Samedi on avant saboure, Noël. on est susceptible, en guillemets, de faire un peu des erreurs de casting. On est susceptible d'eux, mais on fait quand même attention. En période de Noël, on a moins le temps à consacrer à la discussion. Donc là, Oui, puis les gens achètent peut-être pas pour eux, donc c'est encore plus dur. Voilà, ils achètent pour quelqu'un d'autre. c'est la limite du truc, quoi. Ok, bah on va enchaîner avec la bonne occasion. La bonne occasion du mois, c'est une rubrique où on va parler du coup de la bourse aux jeux. Allez. Il est l'heure de se réveiller. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait sort. Alors, si ça vous ennuie pas, je vous en demanderai $20. Et moi, je t'offre la vie. Ça te va? Vous faites une affaire. Peut-être avant juste de parler de la bourse au jeu, il y avait une question sur pourquoi il y a des soldes. C'est des soldes, ça vaut le coup en fait. Pourquoi tu soldes? Pour faire de la place. Ok. Donc c'est ce que tu disais tout au long, c'est-à-dire que c'est les jeux que t'as pas réussi à vendre. Voilà, il faut s'en débarrasser, quoi. Quand tu réfléchis, c'est pas non plus des sommes de dingo qu'il faut solder, mais c'est récupérer de la place, quoi. C'est sortir les jeux qui n'ont pas tourné pour rentrer des jeux qui ont potentiellement de la rotation. On peut en commander plus, d'autres. D'autres, ouais. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi maintenant toutes les promos internet où des fois c'est du déstockage en fait, parce que des jeux qui ont été trop produits, qui du coup tournent pas, mais c'est à l'échelle presque de l'éditeur, quoi, finalement. En fait, c'est le pendant, je pense, du fait qu'il y a multiplication des références et puis de certaines erreurs de casting de gens qui connaissent pas le truc, qui ont pris des décisions et appuyé sur des boutons en disant on imprime et puis il fallait pas, quoi. Je veux dire, chez Asmodée, il y a eu des décisions sur des volumes visiblement imprimés de jeux. En fait, ils pensaient qu'après le Covid, ça allait continuer comme ça éternellement. Donc, même si les gens qui étaient censés leur disaient non, ça va retomber, les boss, voilà. J'en discutais avec Baptiste Bro, qui est le chef des commerciaux d'Asmodée, il y a 1 an à Cannes. Je crois qu'il me disait ils avaient 3 ans de stock de pandémie. Ah oui. Donc 3 ans de stock de pandémie, quoi, du jeu pandémie. Est-ce que les jeux sont jamais détruits ou ça peut arriver Non, c'est interdit. D'accord. C'est interdit de passer au pilon, c'est ça. Donc du coup, au bout d'un moment, 3 ans de stock de ça, plus sans doute 3 ans de stock d'un autre truc, plus 3 ans au bout d'un moment, t'exploses, quoi. Donc du coup, ils ont déstocké des références et plein. Non, mais c'est comme ça qu'on trouve des fois des jeux à moins 75, moins 80%, alors que, comme tu disais, la marge faisant, c'est pas comme dans le textile ou les vêtements, où il y a des soldes, en plus annuels, etc., mais où ils sont sur des marges qui sont des fois à x10 ou à x20, donc là même à moins 30, tu peux encore t'y retrouver. C'est juste une marge On moins. n'a pas le droit de détruire, en fait, parce que gaspillage. D'accord. C'est fini maintenant. Parce que même les livres, on peut, j'ai l'impression qu'il y a encore le pilon, mais pour les jeux, on peut pas. Ouais, mais même pour les livres, je sais pas ce qui se passe. Hein. Mais pour les jeux, ils peuvent plus, donc ils peuvent les donner, je crois. Ils peuvent les envoyer chez les soldeurs, les trucs comme ça. D'accord. Donc t'as ce phénomène-là qui sont le déstockage éditeur, qui arrive en boutique. T'as aussi le phénomène des ventes privées, que ce soit sur le site vente privée ou que ce soit sur différents acteurs. Et là, c'est le moyen pour l'éditeur de se débarrasser du stock dormant, avec des résultats qui sont des fois un peu déprimants. C'est-à-dire, toi, tu rentres un jeu, 4 mois après, il est en vente privée. Et nous, on a vu en rayon, en boutique, des gens qui prenaient un jeu, ils savaient pas trop s'ils allaient le prendre, et puis au final, ils le reposaient en disant si ça se trouve, dans 3 mois, ils sont en vente privée. Donc, oui, c'est un pari, tu peux te dire j'attends les soldes, en fait, j'en prends voilà, pas. Donc c'est pas un besoin hyper urgent, je vais attendre, et puis finalement, je le prends pas. Voilà le pourquoi du déstockage éditeur, c'est parce qu'il y a une surproduction et que la place, elle est pas infinie, comme chez nous. Donc, il faut avoir en tête qu'effectivement, les jeux qui sont comme ça bradés, c'est pas qu'il y a une surmarge au départ,
c'est qu'il y a une surproduction. Oui, il y a une C'est surproduction. dans l'œil du consommateur, des fois il peut se dire mais du coup en fait je l'ai payé trop cher quand je l'ai payé plein tarif. C'est pas ça, c'est juste qu'il a été trop produit. Non, puis moi j'ai vu des trucs de dingue. Tu vois, je crois qu'on a du unlock à 12 balles. Ah oui. Ouais, c'est ça, c'est un peu la tête que j'ai fait. Ouais. Ah ouais, 12 balles, unlock. Alors qu'il en vaut 35-36, quoi. Unlock, 12 balles. Ok, bon, bah on va le vendre. Hein. Donc ça veut dire que nous on l'a acheté 6. Hein. Oui, Donc pour que les choses soient claires. Hein, oui, c'est pour se débarrasser en fait. ouais, c'est vraiment pour se débarrasser. Ah, Donc voilà. Ok. Et donc, une autre manière de se débarrasser des jeux quand on n'est pas pro mais particulier, ça peut être les bourses jeux et notamment celles que vous organisez. Le modèle est assez intéressant, je pense que ça vaut le coup d'en parler, de le présenter. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est la bourse jeux des contrées du jeu ? Alors la bourse au jeu des contrées du jeu, on va rendre à César ce qui est à César déjà. Moi, je dois ma bourse au jeu au magasin Excalibur de Montpellier. Donc c'est des amis, hein. Bon, moi étant un ancien d'Excalibur, voilà, etc. Et ils ont eu l'idée de faire ça. Et donc du coup, je leur ai dit, bah écoute, moi ça me semble pas mal comme idée, on en a discuté en équipe, et puis bah, on l'a fait un peu à notre sauce, hein. On s'est inspiré de ce qu'ils ont fait. Donc le principe, c'est un peu le principe du trocathlon. Les gens qui ont des jeux à vendre doivent les contrôler. C'est important, donc, pour que les jeux soient complets, avec les règles en français. Ils les amènent au magasin en début de semaine, et là, on va définir ensemble le prix. Enfin, en règle générale, nous, on conseille la moitié du prix du neuf. Ouais. Et après, donc, les gens vont monter sur notre petite mezzanine dans la salle de jeu pour coller une étiquette sur leur jeu. Donc, ce sont des étiquettes repositionnables qui n'abîment pas les jeux. Sur cette étiquette, il va y avoir le code du vendeur, qui est en règle générale une lettre et un chiffre, le nom du jeu et le prix du jeu auquel ils le vendent. Et le jour J, le jour de la bourse, nous, on va vendre ces jeux. On a un tableur Excel dans lequel on va mettre C24, Aventurier du Rail, 10 balles, B12, touché, etc. On va tout noter. Et puis en fin de journée, je trie par code. Et puis après, j'ai dit des bons d'achat aux gens qui ont vendu les jeux. Bon d'achat pour venir acheter du coup un jeu neuf. Voilà, les bons d'achat sont valables un an et ils permettent après d'acheter effectivement. C'est pour ça que vous ne prenez pas de commission sur les. On ne prend pas de commission et c'est même pire puisque en fait quand les gens achètent les jeux avec leur bon d'achat, cet achat passe aussi sur leur carte de fidélité. C'est comme s'ils nous payaient avec un vrai billet. Donc voilà, on est extrêmement clean de ce côté-là. Sur la bourse au jeu, est-ce que ça attire beaucoup de monde ? Oui, la bourse au jeu attire en règle générale beaucoup de monde. Les gens arrivent le matin. C'est quoi le record d'arrivée ? Ouais, c'est aux alentours de 4h30. Hein. Du matin. Ouais, du matin. Donc il y a une file devant la boutique. Et après, il y a une file devant la boutique. Et on ouvre un peu en avance pour ces journées-là. On ouvre à 9h à la place d'ouvrir à 10h. Et il faut compter, donc on ouvre nous avec 700 jeux, parce que c'est à peu près notre capacité de stockage et de vente, enfin d'exposition on va dire. Et en règle générale, dans la matinée, on a vendu la moitié, quoi. C'est-à-dire vers 11h midi, en 2 heures, quoi. On va donc 3 heures. Donc oui, ça fait un débit... Oui, c'est assez violent. Ouais. Puis de toute façon, c'est un chemin unique. Tu rentres d'un côté, tu ressors de l'autre. Ouais, c'est effectivement, on fait un parcours à la Ikea, en toute modestie. Et après, il y avait aussi des concours. Je sais pas si ça existe encore, des concours pour être le premier à rentrer dans la boutique. Ouais, j'ai fait ça une année pour la déconne. Voilà, mais c'était un peu rigolo. Mais bon, voilà. Non, mais c'est vrai que ça digne des plus grands concerts, là, ceux qui viennent. ouais, non, c'est vrai que c'est toujours impressionnant. Alors, moi, c'est toujours l'éternel truc, c'est-à-dire si tu veux vraiment chasser la bonne affaire, il faut venir plutôt tôt. Oui. Tu vois, on va dire aux alentours de 7h30, 8h, t'es sûr d'avoir une pole position, voilà, même si t'es pas le premier sur 700 jeux. Oui, voilà. Personne n'achète les 300, c'est pas une personne qui achète les 350. Non. Vous limitez le nombre d'achats ? Ah bah non. Non. Non, je sais même pas si on aurait le droit en plus. Oui. Tu vois. Non, mais c'est aberrant, je veux dire, le gars, il est venu, ou la personne, elle est venue à 4h du matin, elle a 6 sacs Carrefour, pourquoi tu lui dis non, quoi, je veux dire. Non, mais je suis toujours assez étonné, positivement, mais du succès que ça a, parce qu'en plus vous partagez chaque fois la file d'attente, etc. Et pourtant il y a énormément de ventes aussi, enfin d'autres moyens de vendre ces jeux d'occasion. Ouais. Bon, le succès peut-être qu'il tient aussi au fait que vous imposez quand même des prix assez intéressants
C'est-à-dire que si les gens ils vendent 90% du prix neuf, on est vous lui dites on non, le prend ça n'a pas. pas de sens en fait. Voilà. Vraiment, le but c'est de vider les tiroirs, enfin vider les placards. Et s'il y a des jeux qui sont cotés ou des jeux qui valent cher parce qu'ils sont rares, on les prend pas. On a dit non, non. Voilà. La personne qui emmène son exemplaire collector d'un truc qui vaut 400 balles, je veux pas. Parce qu'en plus, si quelqu'un l'ouvre, perd une pièce et tout, c'est bon quoi. Donc, non, Et à l'inverse, il y a des jeux que vous prenez pas, les Monopoly et tout ça. Vous prenez pas non plus, quoi. On évite les jeux grande distribution parce que d'expérience, on sait que ça se vendra pas. Oui. Tu peux en rentrer un, Mmh. mais il faut pas en rentrer 12, quoi. Ça sert à rien, quoi. Moi, j'avais aussi une question sur la vente de jeux neufs dans ce contexte de surproduction. Est-ce que ça vous fait parfois hésiter à vous dire, sur cette dimension aussi un peu écologique, etc. Le plus écologique, finalement, c'est de vendre un jeu qui est déjà produit, plutôt que de soutenir la fabrication de nouveaux jeux. Est-ce que ça vous a déjà passé par la tête de vendre du jeu d'occasion ? Bon, il y a des boutiques qui spécialisent que dans la vente de jeux d'occasion. Voilà, c'est un ça. autre métier. Je pense que c'est un autre métier. Et puis là, c'est raisonnable parce que c'est sur une journée où on peut se permettre de faire des ventes sans marge, puisque après, la marge se fera au moment de la vente du jeu neuf. Mais tu peux pas faire ça tout le temps, quoi. Je veux dire, il faut vendre des trucs quand même, il faut dégager de la marge pour arriver à t'en sortir. Donc après, ça veut dire que si tu fais ça, donc il faut vendre du jeu d'occasion. Donc le jeu d'occasion que tu vas vouloir vendre moitié du neuf, il va falloir que tu le vendes 20 balles. Donc si tu le vends 20 balles, moi je vais te l'acheter 10. Donc là, tu seras peut-être plus d'accord. Et oui. Donc c'est la difficulté du truc, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de boutiques de jeux d'occasion finalement par rapport aux boutiques spécialisées. Le particulier à particulier reste quand même le modèle le plus viable, ou alors bourse au jeu, quoi. Moi, je pense que maintenant, il y a tout à fait les réseaux pour écouler en tant que particulier ces jeux avec les bons coins, les choses comme ça. Voilà. Très bien, on va attaquer la dernière partie. Le fil vert sur le bouton vert. Et j'appuie sur le bouton rouge. Je pétris le tout avec les mains, là, comme dans les campagnes d'Alta, là, comme ceci. Si seulement j'avais un marteau. Évidemment, avec des moyens pareils, moi aussi, j'y arrive. L'atelier MacGyver, c'est une rubrique dans laquelle on parle un peu d'outils, de petits trucs qui sont utiles dans le jeu de société. Alors là, on va aborder 3 petits points qui sont en lien quand même avec les boutiques. Le premier, c'est le groupement des boutiques ludiques, qui est peut-être un outil plutôt utile pour les gérants de boutiques. Oui, on a un petit peu parlé comme outil, voilà, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça mange, quoi. Et est-ce que c'est utile pour les clients, quoi. En quoi c'est utile pour les clients et en quoi c'est utile pour les boutiques. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc le groupement des boutiques ludiques, donc c'est donc une association loi 1901 qui regroupe on va dire 200 boutiques, dont le but premier est de sortir, on va dire, un catalogue de jeux, la sélection de jeux de l'année. À côté de ça, c'est un endroit où les indépendants qui sont seuls, du coup ils sont plus seuls, ils ont d'autres personnes autour d'elles qui rencontrent souvent les mêmes problématiques. Ouais, tu peux croiser les discours. Parce que tu as souvent les fournisseurs qui te disent « Ah, ben là, tu devrais en prendre parce que tout le monde m'en a pris plein. » Et tu t'aperçois qu'en fait, non. Les autres, ils n'en ont pas pris plein, quoi. Ouais. Par contre, on leur a dit que tout le monde en prenait plein. Okay. Donc voilà, donc ça revient un petit peu... Ils utilisaient les techniques de vente que j'ai citées, des fois, les distributeurs et les éditeurs. Ouais, c'est ça. Il y a l'effet de rareté. Non, mais bon, après, voilà, les commerciaux, il y en a qui sont plus ou moins fouettés, et donc du coup, il faut qu'ils vendent, quoi. Donc voilà, ils prêtent à tout, quoi. Donc ça, c'est on va dire, une des utilités. C'est aussi le fait de, quand tu as un problème, tu peux poser le problème à la communauté. Souvent, il y a des gens qui ont eu les mêmes problèmes et qui vont te répondre. C'est quoi comme problème ? Problèmes informatiques. Tiens, j'ai une association qui vient. Comment est-ce que je la gère ? On me demande d'aller sur un festival. Qu'est-ce que je dois emmener comme jeu ? Qu'est-ce que je peux m'attendre à faire comme volume de vente, etc. Okay. Et puis, c'est aussi un lieu dans lequel on a des discussions par rapport à la politique commerciale de certains éditeurs ou des problèmes qu'on peut avoir sur notamment parfois des débordements, des promotions abusives, illégales, etc. pour faire remonter aux éditeurs qu'il y a tel souci. Et c'est aussi un endroit où c'est qu'on peut avoir une discussion
avec un acteur du jeu. Par exemple, au sein du groupement des boutiques ludiques, je suis le référent Asmodée. S'il y a un problème avec Asmodée, c'est moi qui vais gérer. De par mon passif, je les connais tous très bien chez Asmodée. Donc du coup, c'est moi qui vais m'occuper d'Asmodée. Donc ça permet de se dire, bah tiens, on a eu des problèmes sur tel jeu à cause de ça, comment est-ce qu'on peut le régler, il va y avoir tel truc qui va arriver, comment est-ce qu'on peut fonctionner, etc. Et plutôt que le pro ait 20 personnes qui lui posent 20 fois la même question, il en a qu'un qui lui pose une fois la question, et après, on fait redescendre la réponse. Okay. Voilà, c'est plus reposant pour tout le monde. Ouais. Et après, pour le client... Parce qu'ils sont plus sympas, les groupements, les boutiques ludiques. Ouais, on a le poil soyeux, on est plus beau. J'ai pas fait gaffe, c'est affiché sur la porte de la boutique quelque part que vous faites partie du réseau. Ouais, c'est affiché. Il y a une petite une vitrophanie. Ok. Donc pour le client, c'est l'assurance de rentrer dans un lieu où c'est que normalement il aura un professionnel compétent en face, parce que il y a eu des. En fait, c'est un peu prétentieux ce que je dis, mais il y a quand même un petit peu d'exigence pour rentrer dans les boutiques ludiques. Il y a un petit dossier quand même à monter, il faut avoir 3 ans d'existence, on fait pas pépinière, enfin voilà, on prend pas les jeunes, il faut que les gens se fassent tout seuls. Donc ça, le catalogue, c'est l'assurance en théorie qu'on ait quand même des valeurs sûres dedans. Et puis c'est un outil de tourisme ludique. Okay. Si tu pars avec le catalogue du magasin sous le bras et que tu te rends dans une autre ville, tu peux voir s'il y a une autre boutique et paf, si t'as oublié de t'acheter ton jeu en partie. Voilà, c'est ça, tu peux trouver un confrère. Voilà, il y a un peu des... Et c'est un réseau uniquement en France ou d'autres pays francophones ? Alors on est à 99% français, on a peut-être un Belge et puis un ou deux Suisses, enfin au moins un Suisse. Ok. On a un autre outil également à évoquer dans cette partie-là, c'est, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est Board Game Arena, qui est donc un site de jeux de société en ligne. Donc c'est un site qui permet d'adapter, qui adapte des jeux de société pour la version numérique, téléphone ou portable ou tablette. Nous, ce qu'on se demandait, c'est est-ce que de ton ressenti, ça booste les ventes physiques ou à l'inverse, j'ai l'impression qu'il y a des jeux finalement qui sont quand même très bien taillés pour Board Game Arena. Alors typiquement dans mon expérience, moi par exemple Captain Flip, c'est un jeu que j'ai adoré jouer sur Board Game Arena et que du coup, j'ai pas du tout eu envie d'acheter en physique parce que je me suis dit, en fait, ça va être lourd, la manip, tout. Et à l'inverse, il y a peut-être des jeux que je vais tester, que je vais apprécier sur BGA et je vais me dire, ah celui-là, ouais, ça me confirme qu'il me plaît. Ouais. Alors statistiquement, oui, ça augmente les ventes d'être présent sur Board Game Arena. Okay. Voilà, point barre. Ça a été étudié dès qu'un jeu est porté sur Board Game, enfin dès qu'il est porté en version numérique, ça dope les ventes. Physique. Physique. Mais c'est contre-intuitif, on pourrait s'imaginer que c'est l'inverse. Non, en fait, parce que du coup, les gens ont testé, et du coup, tiens, je vais le prendre, on va le jouer ce soir avec des amis, et puis voilà, paf. Et puis, je crois que aussi, ça peut être un bon outil de développement pour les auteurs. Ah, complètement. Parce qu'ils ont accès à des statistiques, et donc du coup, ils peuvent essayer de finaliser, de régler leur jeu avant de le sortir. Ça, c'est dans le cas où ils le mettent sur BGA avant qu'il sorte en physique. Ouais, en avant-première, Ça, c'est arrivé, Ouais, il y a des alphas fermés, etc. Et c'est vrai que j'ai entendu plusieurs témoignages d'auteurs qui disaient qu'ils avaient utilisé cette voie-là pour équilibrer la fin de leur jeu. Oui. Tu peux pas faire tout un jeu comme ça, mais ça te permet d'avoir des retours ou de préparer des extensions aussi qui, des fois, rééquilibrent un petit peu. Et c'est vrai que tu as cette analyse de quelle stratégie marche le mieux, est-ce que quelle carte elle est plus forte qu'une autre. C'est tout l'apport du numérique sur l'analyse des jeux de société. Ça, c'est la data, quoi. Et puis, dernier outil également, on parlait tout à l'heure des règles de jeu de société qui donc sont écrites par des professionnels. C'est un métier à part entière. Et alors, il y a un outil qui est sorti il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si tu connais, développé par Awaken Realms, qui est donc une société qui fait quasiment que du financement participatif, et qui a créé une application qui s'appelle Ludomentor pour tous ces jeux. Qui est donc en fait basé un peu sur le même modèle que ChatGPT. Donc c'est une IA conversationnelle qui assimile la base de données qui est les règles de jeu et en fait qui fonctionne comme ChatGPT mais spécifique sur les règles des jeux auxquels tu joues. Donc c'est-à-dire que c'est une appli, tu l'ouvres, tu choisis le jeu auquel tu joues, il faut que ce soit un jeu de leur catalogue et ensuite tu peux poser toutes les questions de règles que tu veux et le truc te pond la réponse à partir de ce qu'il a trouvé dans les règles. D'accord.
C'est une sorte de méga FAQ, à tel point que moi je me demandais si à un moment ça allait pas remplacer les règles de jeu. Avec beaucoup de joueurs aujourd'hui qui disent qu'ils veulent plus lire les règles. Ouais. Qu'en C'est penses-tu ? moche. Non, mais bon, après, voilà, Là, on remplace pas d'humain pour le coup. Ouais. Alors après, plus lire les règles, après, c'est plus lire du tout. Donc, est-ce que c'est une... Voilà, moi, ça me semble aberrant. Après, il faut vivre avec son temps. Mais faire tourner une IA pour ça, moi, je trouve ça aberrant, quoi, je veux dire. Et la problématique, tu vois, c'est l'éternelle problématique du truc. Je veux dire, faire tourner une IA... parce que tu as chopé un cancer et que il faut comparer tous les différents types de problèmes de maladies qu'il y a eu et que la base de données elle est énorme et que l'IA elle bosse dessus. Je veux bien le concevoir. Mais une IA qui t'explique les règles, désolé, tu prends ton cerveau et t'ouvres tes règles, quoi. Je veux dire, c'est... Alors après, bon, quand les règles elles sont mal écrites, c'est compliqué. Mais surtout bon, s'ils ont généralisé les règles à partir du. C'est vrai qu'en plus la société qui a développé cette appli n'est pas réputée pour très 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 bien écrire les règles. Enfin, c'est pas les meilleurs en tout cas. Ouais, non, mais bon, après, moi, c'est plus le problème de l'IA qui me pose qui me pose utiliser une IA pour ça. Je suis désolé, quoi, mais. Oui, c'est utiliser une Ferrari pour aller chercher le pain, quoi. C'est un peu ça, ouais. C'est ce que je me dis, quoi. Bon, après, voilà, mais c'est ce que tout le monde veut, visiblement. C'est de l'IA de partout. Mettez-en, mais... Ouais, c'est peut-être comme Skijo, ça passera peut-être un jour. Je sais pas, quoi. Eh bien écoute, on arrive à la conclusion. Alors nous aussi, on va faire rouler une Ferrari pour pas grand-chose, parce que la tradition dans l'émission, c'est qu'à la fin, on demande justement ce qu'en pense Yaya de tout ce qu'on a dit. Et donc aujourd'hui, alors Yaya, on l'a un peu aidé. Je lui ai écrit un petit texte. Et puis elle en a fait une petite chanson de fin pour cette émission. Dominique, Nick, s'en allait tout simplement, routier pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que des bons jeux. Venez aux contrées du jeu. Aussi Rubeil, Stendhal, y en a plein les étals. Vous aurez des bons conseils, vous en aurez pour votre oseille. Les deux dômes, le Guy et toute la clique vous attendent dans la meilleure des boutiques. Dominique et Nick s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que des bons jeux. Venez aux contrées du jeu. Le patron était là, avant Asmodée, et pourtant il ne pas démodé. Si t'as même pas peur de ferme la queue, viens faire un tour à la bourse aux jeux. C'est le coup assuré pour les bonnes occasions, ou donner une seconde vie à tes jeux nazes. Dominique, Nick s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que des bons jeux. Venez aux contrées du jeu, avec Monsieur Figuet aux manettes. Tu seras ravi de ce que tu achètes. Les jeux, il en vend des brouettes. Voilà, et ben écoutez, on espère que vous avez passé une bonne émission avec nous. C'était les ludologues pour ce hors-série sur les boutiques de jeux. Écoutez, on espère que vous avez pris du plaisir. On remercie encore une fois Dominique. Nick. Pour sa présence. Et on a terminé par cette note inutilement drôle. Eh ben, merci beaucoup. Voilà. Il y a la radio des jeux où tu es intervenu qu'on redonne et qui était absolument passionnante aussi à écouter. Et d'ici là, on vous dit à très bientôt pour des épisodes plus standards. C'est rigolo ça, c'est quoi en fait? T'as dit c'est... Amateurs de meeple, les ludologues, c'est des histoires de jeux sans orgueil. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh! Et aux braves lanceurs de dés, les ludologues, vous comptez des histoires de jeux à succès. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous?
Par ici, les constructeurs de decks, les ludologues, c'est l'histoire des jeux depuis l'âge des Aztèques. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? À tous les barrés de jeux de plateau, les petits comme les gros, que vous aimiez les âmeries trash, les jeux solo ou les euros, les ludologues, c'est des histoires de jeux que vous entendrez plus de sitôt. Vous le saurez.